Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire l'analyse de la société Universe, qui est une petite capitalisation boursière cotée sur Euronext et qui a fait son introduction en bourse en 2022. Donc c'est une société qui est spécialisée dans les concessions de bateaux, dans les concessions de camping-cars. Donc on va parler de stratégie, on va regarder la concurrence, on va regarder le maillage territorial qui est lancé. On parlera aussi de perspectives et bien sûr de la valorisation en bourse. Donc cette conférence est l'extrait d'une webconférence que j'avais réservée à mes abonnés au mois de novembre 2023. Voilà, sur ce, je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté. Alors moi, cette société, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer la direction cette semaine. Là, je les ai rencontrés mercredi dans le cadre du forum Euroland. Et puis donc, je vais échanger avec vous sur ma vision d'entreprise, ce que je pense qui est intéressant à regarder. Alors un disclaimer, hein, donc l'analyse que je fais ici, c'est pas un conseil, hein, soit l'achat, soit la vente. Moi, je précise que je ne suis pas actionnaire donc de cette société et je n'ai aucun contrat avec cette société, donc elle me rémunère pas. J'ai pas du tout de lien financier avec cette société. Alors donc cette société, elle a été fondée par Julien Thaumieux, qu'on voit donc ici en 2006. Donc il a plus de 15 ans d'expérience dans cette société et il est le fondateur et il est donc à la direction. Donc là on coche la case d'une société, je dirais, familiale, avec à l'opérationnel le fondateur qui est aussi majoritaire au capital, avec une associée qu'il a, qui est donc Delphine Bex, qui est rentrée dans l'entreprise un petit peu plus tard qu'après la création de l'entreprise. Donc ils sont tous les deux issus de l'audit en fait de KPMG et Delphine Bex en fait était la hiérarchique en fait de Julien Thaumieux lorsqu'ils étaient tous les deux en fait à KPMG. Et en 2006 en fait Julien il a eu un dossier qui était une concession qui était donc à auditer parce qu'elle était à vendre et il s'est dit pourquoi je la rachèterais pas parce qu'il avait envie de faire autre chose que de l'audit. Et donc il a racheté en fin de compte comme ça la première concession de camping-car. Lui il a mis 1 million, il avait alors 28 ans, il a fait ça en LBO, un leverage buyout. Et donc c'était la première concession du groupe, c'était le tout début du groupe en 2006 à Limoges. Et premier truc, c'est qu'il a été surpris de voir l'absence en fait totale de ce qui peut s'appeler marketing en fait, relation client, expérience client, service après-vente, etc. au sein du camping-car. Il s'est dit, on va peut-être essayer de révolutionner ce monde peut-être un peu poussiéreux de la revente de camping-car qui est très très loin des standards qui peut exister dans les concessions automobiles, par exemple. Et là, on est plutôt évidemment sur les véhicules de loisirs. Et les concessions automobiles, c'est des grands groupes qui ont évidemment tout ce qui est marketing, tout ça. Mais au sein du camping-car, en 2006, c'était absolument pas le cas. Il s'est dit, il y a quelque chose à jouer. Et donc, au niveau du capital, comme je vous l'ai dit, ils ont la majorité tous les deux là. Ils ont 52%. Et ils ont fait une opération au mois de mars 2023. Alors, je reviens pas dessus, mais pour faire très simple, ils ont monté une holding ensemble, de manière à ce que si jamais il y a l'un des deux qui décède, la partie succession avec le pacte d'actionnaires, l'entreprise est protégée et les héritiers sont aussi protégés. Donc voilà. Toujours est-il que tous les deux, ils ont la majorité du capital dans une holding de contrôle. Donc le flottant en bourse est à 47%. Voilà pour la partie capitalistique. Donc on a compris que Universe en fait voulait être un acteur qui se voulait disruptif avec une nouvelle approche du métier qui était plutôt enfin c'est des mots qui sont peut-être un peu durs ce que je vais dire là, mais c'est un peu des métiers à la papa quoi. C'est-à-dire c'est des boîtes voilà, ils vendent des camping-cars et puis ça s'arrête là quoi. Alors qu'il y a tout un tas d'animations marketing pour essayer d'apporter des services en plus aux clients, de manière à créer un petit peu plus de valeur pour les sociétés qui proposent ça, puis aussi pour le client, d'avoir des services qui n'existent pas en fait. Donc c'est sur ça qu'ils se sont positionnés depuis 2006. Donc ils surfent sur des tendances long terme comme peut le faire Trigano, et on y reviendra à Trigano, parce qu'évidemment c'est un acteur important dans le secteur, qui surfent sur la partie les boomers qui partent en retraite en bonne santé, certains ont envie d'acheter du camping-car, et donc ce qui fait que le nombre d'immatriculations de camping-car ne fait qu'augmenter en fait depuis les années 2000. Donc ils surfent sur cette tendance. Et ce que veut faire Universe, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent des services en plus sur, alors ils font quoi en fait, comme une concession auto, ils vendent des camping-cars, ils les louent, ils en rachètent, ils font les entretiens, ils ont des magasins d'accessoires, ils font les financements, ils assurent aussi les camping-cars, etc. Chose qui n'existe pas forcément dans toutes les concessions de camping-cars qu'il y a actuellement en France. Voilà. Et en 2014, ils ont créé une communauté digitale avec un site internet qui s'appelait Caramaps, qui est basculé maintenant sur une application qui s'appelle Caramaps. Et donc là, on est sur la partie digitale, qui est plutôt un carton en termes de nombre d'inscrits, puisqu'on est sur pas loin de 900 000 inscrits à cette application Caramaps. Donc on n'est pas loin du million d'inscrits de Caramaps pour une application qui a été lancée en 2014. Donc ça explose en fait. Et on y reviendra sur cette partie digitale. Donc en quelques chiffres en fait, actuellement ils ont 16 concessions de camping-car. Ils ont 8 concessions de bateaux, et on y reviendra pourquoi est-ce qu'ils ont pris des bateaux. Ils ont 860 000 utilisateurs de la plateforme Caramaps. Et ils ont fait un chiffre d'affaires l'année dernière de 97 millions, et là ils ont publié
Le chiffre d'affaires clôturé au 31 août 2023, ils sont à 112 millions. Donc voilà en gros la société où elle en est actuellement. Et si on regarde le parcours, comment ils ont fait. Donc en 2006, comme je l'ai dit, le boss en fait il rachète la première concession. Et comment est-ce qu'il s'est construit? En fait, il a une stratégie de rachat de concession en fait. Donc ça c'est sa stratégie de développement, c'est du build-up. En fait, il va grossir en rachetant en fait des concurrents. Et vu que c'est énormément atomisé, vous allez voir, je vais vous montrer la cartographie. Il pense qu'il a une place à se faire, même si en face maintenant depuis 2-3 ans il a Trigano et on y reviendra. Donc ils ont fait comment hein? Donc en 2006, il a racheté sa première concession, il s'est fait un peu la main. Arrivé la crise de 2008, ce qui fait que ça a foutu, il y a eu énormément de faillites en fait au sein de la profession. En 2011, il a racheté une autre société qui était limite dépôt de bilan. En 2012, il a commencé à élargir son offre en montant les premiers magasins d'accessoires. 2014, ils ont fait la partie digitale. 2017, ils arrivent à 40 millions de chiffres, donc ce qui est plutôt un beau parcours. Après, bon, voilà, ils essaiment, etc. Et donc là, comme je l'ai dit, ils sont à 112 millions maintenant, pour l'année 2023. Et ce que j'ai entouré ici, c'est la partie qui est pour moi, en fait, vous verrez dans ce que je pense, qui est une partie intéressante, c'est qu'ils sont lancés dans le nautisme. Et je vous expliquerai pourquoi pour moi c'est intéressant que la vision qu'on peut avoir d'univers, qui est camping-car, en fait, il est possible, selon mon point de vue, et je vous rappelle, je peux me tromper, que la vraie création de valeur future, elle est plutôt dans le nautisme. Et je vous dirai pourquoi. Donc ils ont mis un premier pied dans le nautisme en 2020, puis donc ils ont continué en fait à racheter pareil en fait hein, des petits concurrents de concession de nautisme qui est encore plus atomisé que la partie concession de camping-car, ce qui fait que maintenant ils ont on va dire trois poules de nautisme qui représentent à peu près 15% du chiffre d'affaires du groupe, alors qu'en 2020 il y avait zéro. Je vous détaillerai tout ça tout à l'heure. Donc le modèle en fait on se construit par de la croissance de rachat des concurrents. En fait, comment est-ce qu'ils font? C'est qu'ils partent d'acquisitions de concessions qui sont avec une rentabilité plutôt faible, voire plutôt nulle, avec une valorisation raisonnable, les fameuses, entre guillemets, hein, sans terme péjoratif, les fameuses boîtes à la papa, hein, ils les rachètent, et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place maintenant, évidemment, leur force de frappe, vu qu'ils ont 16 concessions maintenant, que la boîte a fait 100 millions de chiffres, ils mettent en place tout ce que peut apporter, je dirais une sorte de holding universe qui est coté, où ils vont les conseiller sur tout ce qui est marketing, sur tout ce qui est administratif, sur tout ce qui est la façon de gérer les stocks, etc., etc. Donc, ce qui fait que ils vont racheter, je dirais, quelque chose qui est pas trop rentable. Ils vont le mettre dans un réseau où on est brillant, pertinent, marketeur, etc. On sait faire, et ce qui fait que ça va tirer la performance par le haut. Pour chaque concession qui rejoint le groupe, on se retrouve avec le break-even, et puis on a donc des marges d'EBITDA par concession qui montent par l'effet massification des centrales d'achat, etc. Donc voilà comment ils se construisent. Alors sur la partie comment se fait la création de valeur des camping-cars, hein, vous savez très bien j'avais fait une vidéo là avec Francis là qui s'appelait donc Francis Berthelin. Ma vidéo YouTube elle s'appelle Analyse de Trigano, qui fait une demi-heure. Donc Francis il vous démontre depuis 25 ans qu'il suit le dossier comment est la création de valeur dans les camping-cars. Donc en gros 50% de la valeur d'un camping-car c'est le châssis. Ok, donc ça c'est les constructeurs automobiles qui les font, les châssis. Voilà. Et puis donc après vous avez les camping-caristes, les fabricants que sont Trigano, Thor, Rapido, Pilote, et eux ils font que assembler en fin de compte un châssis. Avec autour, ils rajoutent des frigos, des banquettes, etc., des volants, des accessoires, etc. Puis après, ils le vendent à des distributeurs, et c'est là qu'arrive Universe. Voilà, et c'est là qu'arrivent aussi les concurrents, dont Trigano depuis 2-3 ans, qui est donc aussi le fournisseur et le distributeur, et on y reviendra sur ce positionnement qui est quand même un peu délicat sur la partie camping-car. Mais voilà comment s'enchaîne la création de valeur dans les camping-cars, et Universe se trouve donc ici. Alors si on prend maintenant la partie territoriale, comment ils sont maillés dans le territoire, vous avez ici la première concession de Limoges, elle est quelque part par là, Universe, donc en Y, ici, donc les concessions d'Universe. Vous avez après ici en bleu, en rouge, et puis en vert, en fait, les 3 concessions qu'a racheté Trigano il y a 2-3 ans. Et puis vous avez le numéro 3 ici qui s'appelle TPL, ce qui fait que donc ça s'articule comme ça. Donc en France, c'est énormément atomisé, hein. Il y a 280 acteurs, hein, la partie camping-car, 280 acteurs, donc c'est complètement éclaté. Le numéro 1, c'est Trigano, il a 50 points de vente, puisqu'il a racheté les concessions donc en vert ici, donc ici en magenta, et puis ici en bleu, voilà. Et puis vous avez la partie Universe qui est donc ici, on voit qu'effectivement, d'un point de vue géographique, tout ça, ça se complète, un peu comme s'ils se regardaient. Il n'y a pas Universe qui est allé ici, ou Trigano qui est allé ici. Pour l'instant, ça s'observe comme ça. Donc voilà, les numéro 1, numéro 2, numéro 3, puis après arrive tout un tas de petites sociétés, numéro 4, numéro 5, parmi les 276 acteurs, 77 acteurs qui restent. C'est des petites boîtes, 50 millions, voire après en dessous, voire 1 million même d'euros de chiffre d'affaires, c'est complètement atomisé. Et puis donc arrive maintenant le nautisme. Alors le nautisme, c'est encore plus atomisé. Ce que nous a dit le boss là, lorsqu'on a abordé le sujet lors du forum Euroland le 22-11, c'est que en fin de compte le nautisme, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas l'équivalent d'un Trigano
dans la fabrication et les concessions. En face, c'est essentiellement encore plus des boîtes à la papa, avec des mono-concessions, voire peut-être des gens qui ont 2 ou 3 concessions maxi. Et donc eux, ils sont en train de scaler ça, puisque, comme je l'ai dit, en 2020, ils ont mis un pied dedans, c'était pour tester. Ça marche plutôt pas mal. En 2023, ils ont racheté Marine Plaisance, donc ils sont plutôt vers Arcachon, en ce moment. Et là, ce qu'ils ont communiqué le mois dernier, c'est qu'en octobre 2023, ils ont racheté un beaucoup plus gros là, à la Bolle, donc qui est ici, qui s'appelle LBC Nautique, ce qui fait que on arrive à 15% du chiffre d'affaires de tout le groupe Universe est fait par du nautisme, alors qu'il y avait 0. Donc voilà comment ça s'articule sur la partie, implantation, nautisme de Universe, donc ici, et puis essentiellement le bassin d'Arcachon, avec la partie concession qu'ils ont de camping-car. Voilà comment là ça s'articule. Alors ce qui me semble intéressant pour moi, c'est que je vous ai détaillé ici ma vision de la partie camping-car qui est très atomisée mais qui a des leaders, et je mettrai en face ma vision de la partie nautisme qui est encore plus atomisée et il n'y a pas de leader. Donc la partie camping-car, donc on a compris, Universe, ils sont le numéro 2 en termes de distribution derrière Trigano, qui a mis un pied dans la distribution. Alors Trigano, je rappelle, plus de 3 milliards d'euros de chiffre, 30% de part de marché dans le camping-car en Europe, donc leader loin devant, le numéro 2 là de la distribution qui est Universe. Le souci quand même qu'a Universe, c'est que le numéro 1 qui est Trigano, donc il est leader, mais c'est aussi un fournisseur. Donc autrement dit, vous avez quelque part le Universe qui est distributeur, qui dépend forcément de son fournisseur, qui est un concurrent dans la distribution. Donc le positionnement là, on peut penser qu'il va être difficile à aller scaler, à aller titiller Trigano et le faire plier quelque part sur ce plan-là, parce que forcément Trigano il peut faire les prix qu'il veut entre guillemets sur les camping-cars Trigano qui livrent à Universe. Alors après peut-être qu'il peut les Universe dire on vous les prend plus et on se source ailleurs, mais vous comprenez la difficulté là de positionnement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous avez Universe qui veut racheter des petites concessions, forcément vu qu'ils sont pas tout seuls à vouloir en racheter, puisqu'il y a Thor Industries qui est potentiellement là, il y a Trigano qui est là, ce qui fait que les multiples de rachat pour racheter entre guillemets les boîtes à la papa vont être un petit peu en surenchère, puisque quand il y a quelqu'un qui va proposer des multiples de, je sais pas moi, 5 fois le Rex, 5 fois la VE sur le Rex, il y en a un qui va dire plutôt 7, puis l'autre plutôt 8, puis on vous dit bon bah moi je fais pas la compétition, je prends pas, donc vous vous retrouvez avec un leader qui a plus de moyens, qui peut-être va vous rafler une région, alors vous aurez voulu y aller. Donc autre point, c'est que les multiples dans cette compétition, ils vont être un peu plus élevés dans cette phase de je me construis en rachetant des concurrents. Autre point aussi, c'est qu'il y a peu de services en hiver. Parce qu'un camping-car en hiver, il est où? En fait, il est chez le client. Enfin, la personne qui a son camping-car, il a dans son jardin ou chez lui ou dans son garage. Et puis, il n'y a pas trop de services l'hiver de camping-car. Donc, ce qui fait que vous avez une très forte saisonnalité dans les comptes d'Universe, avec un S2 qui est beaucoup plus fort qu'un S1. Alors, je rappelle, ils sont comme des joyaux en fait. Ils clôturent 31 août. Donc, le S2 de Universe, il démarre de mars jusqu'à août. Donc c'est là où il y a, les camping-cars qui sortent des garages, et puis il y a plein de services à faire, et il y a peut-être des gens qui veulent en acheter, les louer, etc. Donc vous avez une forte saisonnalité. Donc ce qui fait que quand vous êtes en croissance, la saisonnalité, il faut vraiment que vous le gériez dans votre BFR, les flux, vos coûts fixes, etc. Donc ça, c'est une difficulté uniquement de gestion. Après, ils ont montré qu'ils savent le faire, mais c'est une difficulté supplémentaire. Et puis pour moi, il y a un autre truc aussi, c'est la rentabilité des capitaux investis. Pour moi, elle est beaucoup plus faible que le nautisme, et je vais vous donner juste quelques exemples. Un camping-car à la louche, ça coûte 60 000, 80 000 euros. J'irai à la louche. Voilà. Si vous faites de la location, vous regardez ce qui existe sur le marché, vous avez des locations à la journée, 100 euros, 150 euros par jour, parce que quelque part, vous pouvez pas monter à 400 euros par jour la location du camping-car, parce que les concurrents, c'est qui des camping-caristes? C'est tout simplement les gens qui ont leur voiture et qui peuvent dormir à l'hôtel. Et quand vous additionnez les voitures et les hôtels, vous êtes en compétition à peu près dans ces prix-là, 150 euros par jour. Voilà, donc vous pouvez pas faire de la location à 400 euros par jour. Donc voilà ma vision du camping-car sur le positionnement d'Universe. Je dis que la vision côté nautisme, pour moi, ils ont beaucoup plus un boulevard devant eux, avec quelque part aussi des boîtes à la papa à racheter, mais par contre, il n'y a pas de gros leader. Vous n'avez pas un Trigano en face qui va vous faire monter les multiples. Donc ce qui fait que les multiples de rachat seront plus faibles que pour les camping-cars. Autre chose aussi, c'est que sur la saisonnalité été-hiver, l'hiver, il faut aussi s'occuper des bateaux en fait. Quand vous avez des bateaux qui doivent passer l'hiver, vous avez de la maintenance à faire, de la maintenance réglementaire, vous avez de l'hivernage à faire. Comment la révision des peintures se fait? Évidemment, on le fait pas en pleine saison parce qu'on veut profiter des bateaux. Donc les bateaux, on les met sur cale plutôt en hiver, et c'est là qu'on fait les inspections des coques, voilà. Donc là, il y a un petit peu, je dirais, de travaux qui existent l'hiver chez les bateaux, qui n'existent pas chez les camping-cars. Donc moins de saisonnalité. Donc, pour le BFR, lisser le chiffre d'affaires, c'est plutôt bien. Et puis les clients sont aussi collés. Au lieu de mouillage, quand je dis collés, c'est qu'ils vont être, on va dire,
en bon marketing, ils sont fidèles, mais quelque part, ils sont collés parce que le switching cost, il est compliqué quand vous avez votre bateau qui mouille au bassin d'Arcachon, vous payez votre endroit de mouillage, donc qui coûte une blinde, puis vous n'avez pas envie d'en avoir un autre, je sais pas moi, à Brest, à Dunkerque ou à La Ciotat. Vous en avez qu'un, ça coûte déjà assez cher. Donc là où vous êtes, par exemple si vous êtes à Arcachon, vous avez votre port d'attache qui est dans le bassin d'Arcachon, et donc tous les services que vous pouvez éventuellement prendre, bah, ils seront à Arcachon, quoi. Donc géographiquement, vous êtes un peu, on va dire, fidèle pour rester correct. Et je dirais d'un point de vue financier, vous êtes collé en fait. Hein. Voilà. Et autre point pour moi qui est plutôt intéressant aussi, c'est que je pense que la rentabilité des capitaux investis est beaucoup plus fort. C'est que non seulement à racheter les concessions, vous avez compris, vous allez le faire avec des multiples qui seront beaucoup moins élevés parce que vous n'avez pas un Trigano ou un Thor qui est en face. Et puis les bateaux coûtent beaucoup moins cher que les camping-cars et peuvent se louer beaucoup plus cher. Si vous regardez les prix des bateaux neufs, on est plutôt sur des bateaux, des petits bateaux, quoi. 30 000 € un bateau. Voilà, ça c'est le prix des bateaux, donc on va dire à peu près 50% moins cher qu'un camping-car. Et puis vous vous retrouvez avec des locations possibles, et les prix c'est ça en saison. Hein. Vous avez du 400 € par jour qui est possible en fait, hein. Parce que en termes de concurrents, en fait à la limite c'est les jet skis, mais c'est tout ce qui est nautique en fait, et les prix sont de cet ordre-là, quoi. Donc si vous voulez faire une balade vers le banc d'Arguin, tout ça, Arcachon, vous voulez prendre un bateau en location, bah vous trouverez rien à 150 €, quoi. Tandis que si vous voulez faire juste la côte en camping-car, vous allez trouver des camping-cars à 150 € la journée. Mais sur les bateaux, c'est plutôt du 400 €. Donc je pense que la rentabilité des capitaux, là, des capex à mettre pour acheter les concessions, puis après pour gérer votre stock, va être beaucoup plus forte à cause de ça. Donc je pense que les camping-cars versus bateaux, je sais pas comment ça va être intégré dans les comptes, parce que visiblement, j'attends d'avoir les rapports financiers, là. Mais visiblement, ils agrègent tout et c'est pas trop détaillé. J'ai oublié de poser la question, là, lorsque je les ai vus, mais quand je vais les revoir à nouveau, je poserai la question parce que je pense que les marges qu'ils vont faire sur les bateaux, sur la partie nautisme, va être beaucoup plus élevée que sur la partie camping-car. Voilà. Ça c'est mon point de vue. Alors est-ce qu'ils vont le segmenter dans les comptes ou faire juste une présentation des comptes en disant chiffre d'affaires et puis la partie service? Voilà, ça sera noyé tout ça. Mais je pense que la partie bateau va reluer la partie service des camping-cars. Voilà, c'est mon point de vue qui s'explique comme ça. Donc je vous donne ici un exemple d'une plaquette qu'ils avaient distribuée lors de l'introduction en bourse en 2022, voilà, ils expliquaient que la partie chiffre d'affaires, donc de ce qu'ils faisaient, hein, donc ça montait la partie camping-car, puis la partie service, en fait forcément, la marge brute de la revente, j'irais des camping-cars, ils sont plutôt dans ces eaux-là, quoi, 13%, donc là la marge brute, on peut penser que c'est ce qui s'appelle la marge commerciale, hein, je rappelle la marge brute c'est pas normalisé, hein. Donc là on peut penser que c'est la marge commerciale au sens solde intermédiaire de gestion, que j'explique dans mes formations de compta, et puis la partie service associé, vous voyez, il y a de la marge, voilà, forcément, enfin, tout ce qui est service, vous faites beaucoup plus de marge. Donc je pense que la partie nautisme, ils vont pouvoir marger, enfin ça va marger au moins pareil, et il y aura pas cette saisonnalité. Donc voilà, et avec des capex en termes de nautisme qui sera, je dirais, beaucoup moins élevé pour avoir une concession, une flotte de bateaux, quoi. Donc voilà ma vision. Donc ma question c'est nautisme, on attend des chiffres, si un jour on les a, ça sera intéressant de pouvoir comparer ça, qui s'appelle marge brute des services du nautisme par rapport à la marge brute du camping-car. À mon avis, il est possible qu'on les ait pas, hein, ces choses-là. Après la partie numérique, donc vous avez ici la courbe. Donc de cette application Caramaps, ils sont partis de zéro. Là, ils ont 860 000 là maintenant au mois de novembre. Donc là, c'est incroyable en fait. Hein. Donc il y a, j'ai énormément de gens en fait qui se connectent et puis donc qui partagent en fait gratuitement les adresses en Europe, les photos, les messages. En fait, c'est vraiment leurs clients, c'est des passionnés en fait. C'est des gens qui partagent en fait. C'est des passionnés des bons coins. Vers le bassin d'Arcachon, il y a tel endroit faut y aller. Dans le Vercors, il y a tel endroit faut y aller, pour dormir là c'est pas mal, etc., etc. Donc il y a tout un tas, je dirais, d'échanges qui existent et donc ils se retrouvent avec un actif qui est comme ça, qui a pas loin d'1 million d'abonnés. On peut penser qu'ils vont arriver au million d'abonnés, qui est donc, c'est énorme quoi, 1 million d'abonnés. Et le souci c'est que ça, ils n'ont pas trouvé le business model pour le monétiser. Donc pour l'instant ils font pas d'argent avec ce truc-là. Donc il existe toujours donc dans l'Apple Store et puis le Google Store là, pour pouvoir télécharger l'application, s'inscrire gratuitement, etc. Donc il laisse grossir, je dirais, la base, parce que probablement qu'il y a un business model à faire par rapport à ça. Alors ils ont mis ici, donc tout ce que je vous donne là, les slides, hein, tout ça c'est dispo sur leur site, hein, il n'y a rien de confidentiel, etc. Donc là voilà, Caramaps ils sont ici, ça c'est toutes les applications qui existent. Leurs plus gros concurrents, ils nous ont dit que c'est plutôt celui-là. Alors Caramaps c'est une offre payante mais qui marche pas, et leurs concurrents proposent ça. Donc voilà, donc eux ils estiment, ceux qui ont conçu Caramaps, qu'ils ont une offre qui est beaucoup plus forte. Ils ont une base qui est beaucoup plus énorme d'inscrits et ils n'arrivent pas encore à le monétiser. Donc voilà où ils en sont là-dessus. Alors pour la feuille de route, donc quand ils ont fait leur introduction en bourse, ils visaient quoi? Donc ils visent 140 millions de chiffre d'affaires à horizon 2025. Donc c'est dans 2 ans. En fait, sachant qu'ils font 112 millions là,
en organique, et avec la croissance externe, ils vont faire plus de 170 millions. Ça, c'est ce qu'ils visent. Il nous a dit au mois de novembre qu'il est à l'aise avec ça. Ils sont en ligne avec ça. Voilà. Faire une marge d'exploitation de 6,5%. Donc la marge d'exploit, je rappelle, c'est la marge du REX. Vous faites le résultat d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires, vous arrivez à 6,5%, qui est à peu près les marges qui existent sur le secteur du camping-car. À la louche, c'est à peu près ça. Et puis donc voilà, donc ici, ils gèrent les coûts, ils mettent du service après-vente, ils optimisent les ateliers, enfin bon, tout ce qui est, je dirais, la partie scalable des boîtes à papa, on les monte à des standards un peu plus élevés, ce qui fait qu'on arrive à tirer les marges d'exploitation là-dessus. Là, je vous ai mis la publication qu'ils ont faite le 4 octobre 2023 sur la partie chiffre d'affaires de l'année 2023 qui clôture au mois d'août. Et voilà, je vous ai mis ça parce qu'il y a quand même on va dire une déception sur la partie service, qui est la partie qui marche le plus, où ils sont en baisse sur l'année. Hein. L'année dernière, ils faisaient 17 millions d'euros de chiffre de service. Là, ils font 18 millions. Donc voilà, variation données publiées, c'est ça, mais si on exclut la partie croissance externe, en fait, ils sont en décroissance. Donc ils ont fait moins de services par rapport au nombre d'activités qu'ils avaient. Donc ça, c'est plutôt décevant par rapport à la partie scalable où on rajoute du service, etc. Donc je dirais c'est le premier hic par rapport au business model. Voilà. Alors il explique par tout un tas de trucs. Hein, je vous invite à aller voir le communiqué, mais c'est pour vous dire que voilà, les boîtes qui sont en croissance et qui veulent faire du service, bon, ça peut arriver qu'il y ait des accidents de parcours. Et on verra après, je vous parlerai de la valorisation en bourse. Mais bon, voilà, donc faut se méfier. Faut toujours être vigilant sur toutes les boîtes auront des accidents de parcours, toutes les boîtes en ont eu, toutes les boîtes en auront. Voilà, faut faire attention quand on a des parcours de bourse qui peuvent aller sur dans 2 ans, on sera là, puis ça se trouve, ça sera peut-être que dans 3 ans ou 4 ans, quoi. Voilà, ça veut pas dire qu'ils y seront pas, hein, je suis pas là-dessus, mais pour vous dire, voilà, la partie on monte du service, etc., il y a un petit hic. Vous voyez, bon, voilà. Et si je prends la partie bourse, voilà le parcours de bourse, donc introduction en bourse vers 12 euros. Donc déjà, premier point, pour une introduction en bourse, c'est assez rare pour être surligné, c'est pas une introduction en bourse qui s'est gamellée à moins 70%, ce qui est plutôt le cas dans les introductions en bourse. Donc là, ils sont plutôt vers 13 euros. Donc j'ai fait une évaluation, hein, je dirais un peu à la louche, entre guillemets. Donc la capitalisation boursière, elle est de 52 millions. Voilà, j'ai pris le bilan, le dernier bilan qu'on a, qui est le bilan du semestre du mois de février 2023. On a eu que le chiffre d'affaires de l'année 2023, on n'a pas le bilan encore, voilà. Donc en gros, j'ai pris une dette financière nette de 3 millions, j'ai considéré qu'il y avait pas de dette, que le cash compensait les dettes financières, voilà. Et puis je me suis dit, je vais me projeter vers ce qu'ils ont dit, ils vont faire un chiffre d'affaires de 140 en organique, 170 avec la croissance, on va dire qu'ils vont les faire, voilà. Je vais prendre leur marge REX qu'ils ont dit de 6-5%, sachant qu'ils y sont pas, hein, vu qu'ils ont un peu baissé les services, mais voilà. Donc, ce qui fait qu'ils vont faire un REX de 9 millions. Et je me suis dit, je vais prendre des ratios de rachat qu'ils font. Lorsque on a posé les questions sur les concurrents que vous rachetez, vous les rachetez à quel multiple? Ah, ça a grenouillé, on l'a pas eu. Puis mon ami Youssef, là, donc qui est un des fondateurs de Master Bourse, nous a dit si, nous on les a eu. Donc ils rachètent entre 5 et 7 fois la valeur d'entreprise sur le REX. Ok, donc voilà. Donc moi j'ai fait des ratios à 7 fois le REX et 5 fois le REX, puis ça donne ça. Voilà. Donc si je prends un chiffre d'affaires de 170 millions, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils feraient dans 2 ans, et que je prends la marge REX qu'ils devront faire à 6-5%, et que je prends un multiple de 5 et de 7, et que je considère qu'il n'y a pas de dette, qu'il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de dette, tout s'équilibre, on arrive à une valorisation entre 15 euros et 22. On va dire. Voilà. Ça c'est si tout se réalise, ok, et qu'ils sont pas plombés par de la dette. Voilà. Et si on est sur la croissance externe, c'est plus compliqué, ils font que de l'organique à hauteur de ce qu'ils ont. Voilà, on arrive à des ratios, on va dire entre 12, 13 euros et 17. Donc on va dire, allez, on est entre 13 euros et 22 euros, sous-entendu qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait dans ces fourchettes-là, et avec la trésorerie qui est égale aux dettes financières. Bon voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je pense qu'on a une valorisation qui est plutôt correcte, je pense. On n'est pas à l'abri aussi que ça marche bien. Ça peut effectivement aller vers les 21-22. Voilà. Et que voilà, après, il y a une publication qui est un petit peu... la dernière publication montre que les services, c'est pas vraiment à hauteur de on va faire plus de services, etc. Ils en ont fait un petit peu moins. Alors ils expliquent ça par un effet de base qui est canon, hein. Ils avaient un exercice l'année dernière qui était plutôt fort. Et puis par vu qu'ils ont vendu beaucoup de véhicules, ils avaient des équipes qui étaient beaucoup plus occupées à faire le service après-vente des véhicules plutôt que les services associés, quoi. Bon. Voilà pour cette histoire. Alors comme d'habitude, un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets dans la barre de description la présentation de mon offre de bourse. Donc là, vous avez vu un extrait d'une webconférence que je réserve à ce genre d'abonnés. Donc c'est l'offre expert. Donc vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien et vous regardez la présentation de cette offre. Et pour ceux qui veulent du contenu gratuit, vous pouvez toujours vous abonner à ma newsletter. Là aussi, vous cliquez sur le lien qui est dans la barre de description. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis donc à bientôt. Ciao.